Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur Volkswagen? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc ici, si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que généralement, on va chercher des informations comme le revenu, la croissance du revenu, le PRM moyen, le free cash flow, la dette nette, la qualité du dividende et le nombre d'actions. Donc, ça dépend également du type d'entreprise qu'on a en face de nous. Par exemple, ici aujourd'hui, encore une fois, on a une compagnie automobile. OK? Donc, compagnie automobile, ici, vous savez que pour moi, le meilleur moyen d'évaluer ce genre d'entreprise-là, c'est de regarder les actifs tangibles nets par action. Pourquoi? Parce que ce sont des compagnies financières à la fin de la journée. Elles ont généralement un bras financier. Pas toutes, mais la majorité ont un bras financier. D'accord? C'est la raison pour laquelle elles ont généralement des PER très peu élevés. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, quand je prends par exemple Volkswagen pour regarder la santé de l'entreprise, donc je veux regarder le revenu de l'entreprise. D'accord? Donc, on va prendre le revenu ici. Sur les 12 derniers mois, ici, on a à peu près des revenus de combien? On a à peu près des revenus de 262 milliards. 200 combien? 252 milliards. 252 milliards ici. Donc, je prends ici. Alors, c'est une longue période de temps. Excusez-moi. Donc, j'ai une longue période de temps ici. On voit à peu près, on a des revenus croissants. On aime ça, la croissance des revenus, elle est là. Donc on peut se dire qu'on a, c'est pas le même niveau de croissance qu'entre 2009 et 2012 ici, mais croissance est quand même là, d'accord? Donc j'aime ça. L'essentiel ici, c'est de trouver un genre d'entreprise qui a la possibilité d'au moins maintenir ses revenus actuels stables, ok? Ça c'est pour les revenus. Donc ici en termes de bénéfices nets par action, excusez-moi, voilà. Donc pour la croissance ici. Si je devais l'évaluer par rapport à la méthode que j'utilise généralement en prenant en considération les marges de revenus, en prenant en considération le revenu, les marges de free cash flow, les marges nettes, etc., j'aurais pris comme revenu de base 252 milliards. Tout en sachant que, voilà, c'est à peu près une compagnie cyclique, donc on peut être appelé à avoir des revenus moins élevés. Par exemple, sur Mercedes, j'ai préféré faire, comment on appelle ça? J'ai préféré faire ce qu'on appelle généralement une normalisation, ok, parce qu'il y avait, les revenus étaient un peu en dents de scie, pas en dents de scie, mais il y avait une variation énorme au niveau des revenus. Mais je vous ai dit que ça peut également être dû au fait que Mercedes a peut-être spin-off un segment, une de ses activités, d'accord? Donc ici, quand je prends l'entreprise mine de médiane, donc je vais regarder sur les 10 dernières années ici. Donc on va prendre les 10 dernières années, on constate que la moyenne des revenus est aux alentours de 222 milliards, d'accord? Sur les 10 dernières années, on a une moyenne de revenus de 222 milliards. Sur les 5 dernières années, nous avons une moyenne de revenus aux alentours de 230, 240 milliards. Actuellement, on est à 252. Ce n'est pas une grosse variation. Soit à la fin de la journée, au minimum, si tout se passe mal, au pire des cas, on pourrait être aux alentours des 144 milliards. Mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas atteint ces niveaux-là. OK? Donc, le 252 milliards ici peut être quelque chose qu'on peut garder sur le temps. OK? 252 milliards, admettons qu'on va faire l'ancienne méthode ici. Pas l'ancienne méthode, mais la méthode qu'on prend généralement d'habitude. 252 milliards. 252. Enfin, 252 milliards. OK? Croissance de revenus, zéro. Free cash flow ici, simple. Bénéfice net par action. Parce que les free cash flow ici ont tendance à être moins élevés que les net income. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise financière. Donc, elle vend à crédit. Et si elle vend à crédit, il n'y a pas de free cash flow, en fait. Si vous vendez à crédit, il n'y a pas de cash qui est rentré. Il y a une promesse de remboursement. Il y a une promesse de dette qui a été... enfin, une promesse... Il y a une... C'est plutôt... Vous avez vendu à crédit. Donc, la personne va vous repayer avec le temps. Soit à la fin de la journée, il n'y a pas de cash qui rentre présentement ici. C'est une promesse de cash futur. C'est la raison pour laquelle on met des taux d'intérêt. Donc, quand je prends les net income ici, par rapport au free cash flow, c'est tout en sachant que ces net income là, c'est pas parce que j'ai des net income de 10 milliards ici que je vais récupérer la totalité de ces 10 milliards là. Il y a un risque de crédit, c'est pour ça que les PER sont peu élevés. Donc le net income ici en termes de marge, donc on va juste regarder ici, net income, margin, en termes de net income, où est-ce qu'on est? Net income margin, je le prends ici, non, on va go back, net income margin. Voilà. J'aurais même pu prendre également le gross margin ici pour essayer de l'étudier afin de pouvoir vous montrer que le gross margin est à peu près stable ou croissant. Parce que si on a une compagnie automobile ici qui augmente ses gross margin par exemple, ça veut dire qu'elle a de plus en plus un pricing power. On va un peu essayer de regarder ça ici. Hein. Gross margin directement. Boum. Alors, on met juste sur les... Voilà. Histogramme. C'est plus facile à regarder. C'est plus agréable plutôt à regarder. Donc, on constate ici que les grosses margins ont eu tendance à augmenter. D'accord? Parfois, il y a des variations, mais vous constatez que les variations viennent avec des périodes assez difficiles.
OK? Mais dans l'ensemble, on a un gross margin qui se maintient aux alentours de 17%. Faites également attention à la structure financière de cette compagnie. Je ne sais pas qui de Volkswagen et de Porsche détient qui. Donc, ils ont une structure financière assez compliquée. Donc, gross margin, c'est pas ce qu'on recherchait, mais on a une stabilité de gross margin, c'est important. Ça veut dire que vous pouvez maintenir vos pricing power, dépendamment des cycles. C'est vrai qu'il y a par exemple des périodes de baisse, mais généralement c'est temporaire. Donc, après ça, on va passer au net income margin parce que c'est l'information qu'on recherchait ici. Donc, le net income margin ici, sur les 12 derniers mois, on ferme ça. Donc, on le met en histogramme ici et boum. Donc, on va prendre ici la médiane et la moyenne. Donc, je prends un, standard deviation, 1, et voilà. Donc, voilà. Je vais fermer ça. Alors, quand on a ici, on a à peu près en termes sur les 10 dernières années, on a une médiane de 5%, une moyenne de 4,89% et en date de jour, on a 6,96%. D'accord? Avec des plus hauts généralement aux alentours de 7,75%. Ça, c'est sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, une médiane de 5%, 5,12%, une moyenne de 5,16%. Donc, on va se dire que généralement, c'est une entreprise qui peut avoir à peu près des marges de 5%. OK? Donc, on va prendre 5% en termes de marge. Les PER ici, je vous ai dit pour les compagnies automobiles, voilà. Si c'est une compagnie automobile avec un bras financier, je préfère prendre le tangible book value par action. Mais si le tangible book value par action a tendance à fluctuer énormément et que la dette nette est assez élevée, je vais prendre 10 fois les bénéfices par rapport au free cash flow ou bien aux bénéfices net ici. Donc, je prends un exemple. On va regarder la dette nette ici. On va essayer de le calculer ici. Donc, net dette ici. Dernier quarter. On ferme ça. La dette nette est aux alentours de 165 milliards. OK? Donc, on va faire simple. J'ai toutes les informations nécessaires ici pour pouvoir au moins faire une évaluation, même si je n'ai pas le nombre d'actions, on ne l'a pas pris ici. Donc, on fait ceci. 252 milliards. 5% de ce montant, c'est combien? 5% de 252 milliards, ça vous donne 12 milliards 600. 12 milliards 600, admettons, multiplié par, voilà, on va être gentil, 17 fois les bénéfices. D'accord? Ça donne ici 214 milliards. Moins à peu près la dette nette ici de 165 milliards. Moins 165 milliards ici. Donc, moins 165, ça veut dire qu'on trouve une valorisation de 49 milliards par là. Est-ce que je pense que cette entreprise pourrait valoir 49 milliards? Je vous dirais non. Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi je le fais sur les compagnies automobiles? C'est parce qu'en fait, ce sont des compagnies financières. Elles utilisent la dette pour générer des revenus. D'accord? Donc, c'est un peu difficile d'apprécier la valeur de cette compagnie-là en enlevant la dette nette au total. Or, cette dette nette-là a tendance à produire des revenus. Et encore, ce qui me dérange, c'est qu'il faut faire la différence entre la dette nette, entre la dette liée à la structure de l'entreprise, l'entité, donc Volkswagen, et son bras financier. Ce n'est pas la même chose. Or, ce logiciel-ci ne fait pas la différence. C'est pour ça qu'on a cette mauvaise information-là. OK? Parce que si je regarde les rapports financiers, il y a une dette qui est uniquement liée au prêt automobile. Et il y a une dette qui est uniquement liée à l'entité, à la structure, donc à l'activité de la compagnie. C'est deux choses différentes parce qu'en fait, on peut spin-off le bras financier. D'accord? Donc, le bras financier devient une entité financière indépendante qui est seulement là pour financer les activités de Volkswagen. On peut le spin-off. Mais si on le spin-off, qu'est-ce qui va nous rester? C'est même pas un mais. Si on le spin-off, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester la dette nette de la structure même de Volkswagen uniquement dans la compagnie manufacturière, celle qui fabrique l'automobile. Okay? Donc, la dette nette ici n'est pas une bonne information en général pour les compagnies automobiles il ne faut pas regarder la dette nette sur un agrégateur. Allez-y la calculer parce qu'il faut faire la différence entre les deux dettes. C'est la même chose avec Volkswagen. D'accord? Excusez-moi, c'est la même chose avec Mercedes. Faites attention. C'est la raison pour laquelle, pour l'évaluer ici, je vais faire simple. Hein. Vous allez voir ici que c'est une entreprise qui a tendance à avoir des PER de combien? Donc, price to earning ratio ici, on a des price to earning ratio de combien en moyenne? Je prends bien la moyenne ici. Voilà. On va prendre la médiane. J'adore ce logiciel. Ils ont la médiane. Merde. Donc, c'est une information que j'aimais bien. Donc, on prend la médiane ici. On va également prendre un peu la moyenne avec une déviation standard niveau 1. On va prendre ça. Et voilà. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Oh là là, ferme-toi. Voilà. Donc, on prend sur les 20 dernières années. Vous voyez ce genre de variation-ci? Donc, en fait, c'est pour ça que le PER a tendance à affecter négativement, enfin positivement ou bien négativement, dépendamment de là où ça va se situer. Si c'est positif à plus 250 fois les bénéfices ici, 250 fois les bénéfices, ça va affecter positivement la moyenne du PER.
D'accord? Si on était à moins 250 fois les bénéfices, ça allait affecter négativement. Donc, les PER auront tendance à être moins, les PER moyens auront tendance à être moins élevés si vous utilisez la moyenne. C'est pour ça que j'aime bien la médiane. Donc, quand on va prendre les 20 dernières années, ici, on voit que le PER médian est 10 fois les bénéfices. Le PER moyen est 5 fois les bénéfices. D'accord? Quand je vais prendre ici les 10 dernières années, on voit ici que excusez-moi. Oh, je fais une erreur. Excusez-moi. Sur les 20 dernières années, le PER moyen est 15 fois les bénéfices et à 15. Et le PER médian est à 10. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? C'est pour ça que la médiane est plus importante que la moyenne. Mais bon, faut juger faut regarder les deux sur le même tableau pour avoir une idée générale. Parce que s'il n'y avait pas cette grosse variation-ci, la moyenne se serait rapprochée de la médiane. Donc la médiane a tendance à éliminer ce genre d'informations, ce genre de bruit ici. D'accord? Donc, quand je prends ma médiane ici à 10 fois les bénéfices, donc je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette entreprise ici. Rappelez-vous, on a 252 milliards ici, à 5% de 252 milliards, ça vous donne combien? Ça vous donne 12 milliards 600. 12 milliards 600 ici, d'accord, multiplié par 10 fois les bénéfices, d'accord, ça vous donne ici 126 milliards. 126 milliards divisé par le nombre d'actions, par exemple. Donc, le nombre d'actions ici aujourd'hui, le nombre d'actions est de combien ici? Donc, dilute, donc on a ici... les 12 derniers mois, on a à peu près 501 millions d'actions. Donc, si je prends ici 12 milliards divisé par 501, on va se dire ici qu'on a une valorisation, la valeur de cette entreprise aux alentours de $250 l'action. Donc, on a une opportunité d'investissement ici, $250 l'action. Ici, ça coûte à 198 € l'action. Excusez-moi, dollars, euros. Vous voyez que la transition n'est pas souvent facile pour moi. Donc, si vous entendez dollars, c'est une compagnie européenne, dites-vous que je voulais dire euros. D'accord? Donc, 251 € l'action, c'est la valeur de cette compagnie-ci en prenant en considération des revenus de 252 milliards, une marge nette, des marges nettes de 5% et un multiple de 10 fois les marges nettes. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. OK? Maintenant, si je veux me protéger au maximum, j'ai envie d'acheter cette compagnie-ci pour moins que ses actifs, en dessous de la valeur de ses actifs. D'accord? En dessous de la valeur de ses actifs ou bien au niveau de la valeur de ses actifs. On appelle ça le tangible book value per share. Donc, je cherche un tangible book value per share qui a tendance à être stable ou croissant dans le futur. Enfin, dans le temps. D'accord? Pas dans le futur. Si on connaissait le futur, ça aurait été plus facile. Donc, ici, voilà, le tangible book value est à 83 milliards. Ici, la capitalisation de l'entreprise est à 88 milliards. Donc, on va se dire que c'est à peu près correct. Ici, on voit que le tangible book value a tendance à croître sur les dernières années, mais également, il peut varier énormément. Entre 2011 et 2012, on a une variation ici. On quitte à peu près de 44 milliards à 15 milliards. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. OK? Donc ici, voilà, avec le temps, c'est revenu à la moyenne, ça a même dépassé la moyenne. Soit à la fin de la journée ici, le tangible book value, si je l'achète à un niveau à ses actifs tangibles net par action, c'est assez correct. Même s'il y a une variation de ces actifs tangibles par action là, mais on a tendance à peu près retourner à des niveaux équivalents à une fois les actifs tangibles par action. D'accord? Donc ces actifs tangibles par action ont tendance également à croître. Donc en date d'aujourd'hui, je dirais que Volkswagen représente une opportunité d'investissement, non seulement du point de vue des multiples, mais également du point de vue de l'actif tangible par action. OK? Donc, il faut également savoir qu'il y a des risques futurs. Notamment, il y a énormément d'investissements ici pour les voitures électriques, etc. Également, la conjoncture, la géopolitique même de l'entreprise par rapport à la conjoncture économique, par rapport à tout ce qui se passe en Ukraine, etc. Comment est-ce que ça affecte cette entreprise aussi. Mais c'est ce qu'on appelle généralement ce sont des éléments temporaires. Moi, je pense pas que d'ici 10 ans, on sera encore dans la même situation, ou bien dans 5 ans, on sera encore dans la même situation. Et même si on est dans la même situation, on aura des alternatives. OK? So, à la fin de la journée, je pense que nous avons une opportunité d'investissement ici. Ce n'est pas une opportunité d'investissement waouh, mais c'est déjà assez correct en date d'aujourd'hui. Maintenant, au niveau de la dette nette, le niveau d'endettement, le niveau de dette nette ici, pas la dette nette, excusez-moi, au niveau du dividende en lui-même. Le dividende ici, est-ce que c'est un dividende qui est safe? C'est la question qu'on va se poser. On dégage à peu près 12 milliards ici, rappelez-vous. On dégage à peu près 12 milliards, ok? Donc, dividende. Si on dégage à peu près 12 milliards, qu'est-ce qu'on paie en termes de dividendes? Comme on dividend pay, last 12 months ici. Donc, on paie à peu près 6 milliards en termes de dividendes.
Est-ce que c'est un 6 milliards qu'on paye d'habitude, minimum? Non. Vous voyez que le dividende a tendance à fluctuer également. Donc, quand vous regardez la moyenne de ce dividende-là en lui-même, vous pouvez constater que la période actuelle est juste exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle peut-être le dividende est assez élevé. D'accord? Donc, quand on regarde ici la médiane et la moyenne, voilà, en moyenne, on a à peu près 1,5 milliard. En médiane, on a à peu près 1,2 milliard. Donc, ça, c'est sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 2 milliards. D'accord? Donc, on verse à peu près 2 milliards en termes de dividendes. OK? Donc, c'est parfois plus élevé, parfois moins élevé. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 2 milliards 900. D'accord? Mais 2 milliards 800 par là. Donc, vas-y, 2 milliards 900. Donc, si on se situe au niveau de la médiane, parce que je n'ai pas envie d'être surpris. Moi, quand je l'achète ici aujourd'hui, sans prenant en considération que ce dividende-là pourrait baisser, dépendamment des situations. Vous constatez ici qu'il a déjà eu à baisser aux alentours de 2020 par là. Donc, attention. Donc, ici, si le dividende baisse et que le marché s'emballe parce que le dividende a baissé, nous, on sait que quand on l'a acheté, on savait que on partait avec un dividende à peu près qui va se situer aux alentours de 3%. Donc, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, le dividende est safe. Le 3% actuellement, il est safe. Je pense que la période actuelle est exceptionnelle. On a peut-être donné un dividende exceptionnel. C'est pour ça qu'il est assez élevé ici. Donc là, peut-être l'habitude de donner des dividendes ici exceptionnels. Donc le 3% ici, il est safe. Rappelez-vous qu'on a 12% en potentiel dividende ici, mais on distribue uniquement à peu près 3 milliards à 2 milliards 900 par là. D'accord? Donc, il nous reste assez d'argent pour pouvoir repayer la dette, etc. C'est sans doute la raison pour laquelle le niveau d'endettement de cette entreprise, donc sa dette nette sur EBITDA est généralement, voilà, elle a joué un ratio assez... elle a joué un très bon ratio d'endettement, donc 5 fois les bénéfices, 5 fois les EBITDA par là, tout en considérant que la dette nette ici prend en considération généralement les prêts même qu'elle accorde aux personnes qui achètent ces voitures à la fin de la journée. Donc ça prend en considération les prêts liés au bras financier. Donc faites attention à ça. Donc ici aujourd'hui, Volkswagen, opportunité d'investement, maximum 250 € l'action. Le prix actuel est juste correct, non seulement du point de vue des actifs tangibles par action, mais également du point de vue de la croissance. D'accord? Donc, idéalement, s'il fallait acheter cette compagnie à un prix excellent, un prix intéressant, très, très intéressant, moi, personnellement, le prix actuel est intéressant déjà. Mais bon, c'est pas une entreprise qui m'intéresse bien, mais elle est bien gérée. Très, très bien gérée. D'accord? Et voilà, si elle vous intéresse, le dividende ici, il est safe. Il pourrait continuer à croître, d'accord? Et voilà, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à regarder, lire les rapports financiers avant d'investir dans une quelconque entreprise, d'accord? Il est très important de faire parler les chiffres. Pourquoi est-ce que les revenus sont stables? Pourquoi est-ce que les marges sont stables? Quels sont les risques liés à un investissement dans cette compagnie-ci? Quelles sont les perspectives futures, etc.? Comment est-ce qu'elle va pouvoir gérer la conjoncture actuelle? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et on se dit... rendez-vous sur la prochaine vidéo, comme d'habitude. Merci.